Vous êtes avec Anna Toumazov. Bienvenue dans Tunnel, l'émission où j'invite des personnalités à me mettre des tunnels. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que vous le savez, ça fait des années que je suis intervieweuse, donc j'ai fait 2 ans chez Radio France, chez Feu Move, où j'avais 4 personnes par semaine qui se mélangeaient, qui parlaient ensemble d'un thème. C'était chambé. J'avais toute une équipe autour de moi et tout. Là, depuis janvier, j'ai repris l'émission en autoproduction. Et donc, j'ai un seul invité par semaine pour vraiment aller dans les profondeurs, dans les tréfonds de l'intime. Et j'ai pu interviewer des centaines et des centaines de personnes. Mais dans mon ancienne vie, une ancienne vie dont on va pas mal parler aujourd'hui, c'était moi qui étais interviewée. Donc j'étais partout, je faisais des interviews évidemment dans la presse écrite, mais aussi en radio, mais surtout en télé, que ce soit les télés en France, des plus intelligentes, dirons-nous, aux plus putassières. Je faisais aussi des télés à l'international, je crois que ouais, toutes les grandes chaînes inter auxquelles vous pouvez penser, j'ai pu le faire. J'ai fait la une de l'équivalent du Monde au Japon. J'ai été un nombre de fois incalculable sur BBC, Sky News, enfin toutes les chaînes anglophones. Voilà, j'ai été partout, j'ai été beaucoup interviewée et parfois des dizaines de fois la même journée parce que dans mon ancienne vie, j'étais activiste féministe. Voilà, donc j'étais activiste pour les droits des femmes. Euh, Ça a été des années compliquées parce que je me battais vraiment pour un idéal et tu fais à la fois face à la violence de ce que tu dis tous les jours, première chose. Tu fais face au cynisme du système, parce que derrière, j'allais débattre avec des ministres ou des intellectuels qui avaient 50 ans de plus que moi à la télé. Et en fait, c'était difficile parce que tu dois ne pas incarner la figure hystérique, je mets des grands guillemets, qu'ils attendent. Mais du coup, donc, tu dois avoir un espèce de calme olympien, prompt à convaincre les gens. Mais malheureusement, toute la violence absolue, l'abjection de tout ce que tu lis en termes de menaces, de féminicides, de violences sexuelles, arriver à des dizaines de milliers de femmes qui t'écrivent, c'est très compliqué derrière d'arriver avec un visage apaisé à la télé. Et quelque part, cette colère, elle reste stockée à un endroit du corps, puisque tu lis des horreurs et tu vas les régurgiter de façon hyper calme et hyper diplomate à des gens qui te disent à demi-mot qu'ils s'en foutent. Du coup, il y a un moment où cette violence vient se loger, mais on va avoir le temps d'en parler de toute façon tout au long de cet épisode. Vous ne savez pas encore de quoi il traite, mais vous allez vite comprendre. Euh, donc il y a ça, donc il y a la violence des témoignages reçus, le cynisme du système, le manque de moyens. J'avais pas une thune quand je faisais ça. Je m'étais laissée avoir par le fait que je pensais que... je voyais certaines consoeurs à moi féministes faire ça à temps plein. Donc je me disais, ok, je suis hyper sollicitée. Donc oui, de toute façon, c'est une bonne cause. Il y aura forcément des gens qui vont réussir à me verser l'équivalent d'un SMIC pour bosser 7 jours sur 7 et à chaque heure comme une astreinte constante sur ces questions-là. Plot twist, non. Ces meufs-là sont juste riches. Et en vrai, c'est pas grave. Il y a aucun... Il n'y a aucune gravité dans le fait d'être riche. Ça devient un peu plus grave quand par contre tu condamnes la façon dont d'autres se font de l'argent, que ce soit avec des partenariats ou des side jobs. Mais bon, ça on va pas refaire le monde. Donc ça c'était la troisième chose, c'était la précarité. Quatrième chose, les menaces constantes venant de ceux que les droits des femmes n'arrangent pas. Donc c'était en premier lieu l'extrême droite, les masculinistes. Mais voilà, c'était des menaces très graves, par dizaines de milliers là aussi. Donc c'était un peu compliqué, surtout que c'est très dur d'avoir justice sur ça. Et dernière chose, les critiques constantes du camp progressiste. Et moi, j'entends qu'on soit pas forcément d'accord. Je vais prendre un exemple. Une fois, je suis allée débattre chez Hanouna avec Darmanin. Plein de gens trouvaient que c'était impur de faire ça. On était en 2022, donc c'était pas encore... voilà, on était sur une escalade chez Hanouna, mais c'était pas les émissions qu'on connaît actuellement. Et les gens disaient, mais quoi? Mais tu te salis les mains, mais machin, mais c'est pas possible. Il faut pas faire ça et tout. Moi, je crois que si on veut faire advenir des idées, il faut prendre en compte que tout le monde n'est pas d'accord avec et qu'on ne peut pas discuter qu'avec les personnes que l'on juge parfaitement euh, acceptables et sur un plan politique et d'une morale
parfaite. Parce qu'en fait, sinon, on serait d'accord, il n'y aurait même pas besoin de discuter. Enfin, je veux dire, on serait dans la société dont on rêve. Et puis voilà. Et moi, je trouve ça un peu dommage de se dire que on discute pas avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Moi, mon parti pris, c'est que on doit jamais envoyer une femme débattre avec un misogyne. On doit jamais envoyer une personne noire ou arabe débattre avec un raciste. On ne doit jamais envoyer un juif débattre avec un antisémite. On ne doit jamais envoyer une personne trans débattre avec une personne transphobe. Enfin, vous m'avez compris. Euh, Ça, c'est évident. Par contre, derrière, si les gens qui ne sont pas directement blessés par les propos d'une personne n'essaient même pas de la convaincre que peut-être on peut penser autrement, bah ça sert à rien de faire de la politique et ça sert à rien de s'activer sur les réseaux. Donc ouais, moi, ce dernier aspect, le fait que j'avais toujours à mon cou et à mes trousses des nuées de militants dont le seul militantisme était d'expliquer à d'autres militants pourquoi ce qu'ils font c'est nul. C'était voilà, c'était épuisant. Et d'ailleurs quand je vois passer ça, ça m'épuise toujours. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que j'ai été des années durant extrêmement interviewée et qu'un jour on m'a proposé, le boss de Move m'a proposé de devenir intervieweuse. Et j'ai découvert ce nouveau métier qui est celui d'interviewer les gens. Et de plus parler comme là je suis en train de le faire et de mettre des tunnels et de raconter ma vie, mais plutôt d'aller essayer de faire l'autopsie. C'est pas le bon mot puisque c'est pas des gens morts. La biopsie, enfin en tout cas d'aller tirer un peu des analyses, un peu comme la pancine dans Harry Potter, de tout ce que les gens ont dans la tête pour essayer de décrypter comment nos pensées individuelles font en fait une culture, la culture d'une société, et comment est-ce qu'aussi on peut influer sur ça pour aller bien en tant que société, mais aussi en tant qu'individu. Donc voilà, maintenant c'est le travail auquel je m'échine. Je tiens ça pour être aussi de l'activisme. Peut-être que c'est de l'activisme beaucoup moins courageux au sens où je ne brave plus, je ne brave plus les personnes les plus dangereuses de notre société. Mais je trouve ça important quand même. Et je pense que si on a des êtres humains qui vont bien à l'échelle individuelle, eh ben on peut avoir une société aussi qui va bien. Et quelle est une des choses sur lesquelles j'ai le plus pris la parole sur comment aller bien en tant que société? Eh bien, c'est sur l'alcool. Vous avez peut-être entendu ce que je racontais là-dessus parce que ça a été quand même très très viral sur les réseaux sociaux. C'est les posts beiges avec les écritures marron. Pourquoi c'est important pour moi? C'est que je me la suis collée pendant ma jeunesse. Mais je pense que personne n'a aidé. Les gens à chaque fois sont en mode oui, bah t'as fait la fête et tout. Non, 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 non. J'ai fait la fête. J'ai commencé à boire tard. J'ai commencé à boire à 17 ans. Donc j'étais en avance à l'école. Du coup, 17 ans, j'étais à la fac à Toulouse. J'ai commencé à boire à ce moment-là. Enfin, l'été d'avant, quoi. J'ai commencé, oui, l'été entre le bac et la fac. Moi, j'étais entourée de gens qui avaient commencé à boire en troisième. Enfin, je veux dire, tout le monde avait commencé au lycée. Moi, je buvais pas. Voilà. J'étais en soirée avec mes amis qui se la collaient, mais je ne buvais pas. Et je pense que ça m'a aidé à éviter pas mal d'écueils. Parce que c'est vrai que j'étais hémétophobe. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait toute une espèce de galaxie de trucs où en fait j'avais des troubles alimentaires, où je mangeais très peu. J'avais la phobie du vomi, donc je pense que j'ai été quelque part sauvée de la boulimie par ça. Mais en tout cas, j'avais très peur de vomir en soirée parce que moi, je veux dire, quand tu vas dans tes premières soirées en troisième, en seconde, les gens boivent, les gens font des comas, les gens vomissent. Moi, je ne voulais pas vomir, j'avais très peur de ça. Bref, au final, j'ai quand même fini par commencer à boire en post-bac. Et on pourrait se dire qu'à cet âge-là, on est un peu préservé et que le fait de commencer à boire à la fac seulement, c'est quelque chose qui nous sauve parce qu'on est plus responsable. Plot twist, non. D'ailleurs, j'ai bu pendant 11 ans, de mes 17 ans à mes 28 ans. Et j'ai bu avec des raisons. Mais j'ai toujours bu d'une façon qui était socialement acceptable. Ça veut dire que je n'ai jamais bu toute seule. Je n'ai jamais bu plus que les gens avec qui j'étais. Je n'ai jamais perdu de l'argent à cause de l'alcool.
perdu des vraies grosses opportunités, même si je pense que j'aurais pu plus me bouger le cul dans la vingtaine. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est pas... euh, je suis pas devenue laide au sens communément admis par la société à cause de l'alcool. Je n'ai pas grossi à cause de l'alcool. Enfin, il y a toute une, une, une myriade de clichés auxquels j'ai échappé, qui ont fait que je pense que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que l'alcool était un problème dans ma vie. Je ne vais pas dire que j'avais un problème avec l'alcool parce que sinon vous allez vous dire elle avait un problème avec l'alcool, mais je n'en ai pas. Alors qu'en fait, je pense que l'alcool est un problème dans nos vies. Voilà. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Là, je tiens à faire cet épisode parce que les beaux jours sont de retour et que pour beaucoup de personnes, ça signifie la fin du rester chez soi, se faire du bien et le début des terrasses interminables et du bureau auquel on va tous les jours après s'être couché à 2 heures avec cette espèce de gueule de bois qui devient une habitude du quotidien. Voilà. Moi, je voulais vous en parler parce que été 2023, pardon, j'ai pris la décision, suite à une énorme cuite que j'avais prise après 3 semaines tranquilles chez mes parents à la campagne, où là, je me suis dit, en fait, ça nous fait pas du bien. En fait, j'étais bien pendant ces 3 semaines où je chillais, où je lisais, où j'étais de bonne humeur, etc. Et là, aujourd'hui, au lendemain de mon retour, je suis toute pâle alors que j'étais 3 semaines au soleil. Je suis pas bien alors que ma santé mentale était au top ces 3 semaines de mise au vert. Je me sens fatiguée alors que j'ai été super en forme, j'ai fait du sport, machin. Est-ce que, pour voir où on a mal, parce que je crois que c'est un peu la quête de la fin de la vingtaine, voir où on a mal, essayer de se comprendre, essayer de s'analyser. Voilà, moi, c'était l'été de mes 28 ans. Je voulais comprendre qui j'étais. Et je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un test où on arrête de boire pendant un temps suffisamment significatif que pour comprendre les différences dans notre vie. Du coup, je me suis dit, on va arrêter de boire, mais non pas un mois, parce que un mois, je me connais. Je vais attendre qu'une chose, c'est le moment de reboire. Ça va faire comme les gens quand ils font dry January. Et je vais juste vouloir me la coller. Je sais pas si j'arrête le 1er septembre, je vais juste vouloir me la coller le 31 septembre. Et c'est con. J'habitais à Saint-Gilles depuis des années, des années, des années. Enfin, je peux même pas vous dire. La première fois que je suis arrivée à Bruxelles, c'était en 2014. Donc voilà. Et j'ai bougé il y a vraiment très peu de temps, à mon grand désarroi. Tout ça pour dire que j'étais dans cette commune où en fait c'est vraiment un arrondissement où le profil type des habitants, c'est beaucoup d'artistes et tout, était le profil type des gens qui me suivaient. Donc en fait je me disais, si je poste sur les réseaux que je vais arrêter de boire, au début je le pensais même pas en mode avancée sociétale, c'est juste je me suis dit euh, ça mettra un coup de pression où je ne pourrais pas me permettre que tous ces gens qui me suivent et qui me font confiance finalement me voient bourrée et me voient comme une menteuse. Du coup, j'ai fait un premier post sur les réseaux sociaux. Je vais vous lire ce premier post, peut-être pas en entier, et pour revenir dessus un petit peu, parce que ça me semble hyper important euh, de, euh, de pouvoir expliquer la genèse de l'arrêt d'un alcool et comment ça se passe et est-ce que c'est si dur. Donc, j'ai fait ce post le 27 août 2023. Il y a quand même 14 000 j'aime. Je dis pas ça pour flex. Je dis ça parce que je pense que ça avait vraiment parlé à beaucoup de monde et que cette question de l'alcool, c'est une question qui taraude énormément de monde. Et les commentaires que je vous invite à aller voir donc sur mon post sur mon Instagram Anna Toumazov du 27 août 2023 montraient qu'il y avait vraiment un questionnement général. Et même j'avais été hyper agréablement surprise de voir que plein de gens que je connaissais des milieux professionnels commentaient en disant moi aussi, moi aussi, moi aussi, je suis concernée par ça. Donc je disais, j'arrête complètement l'alcool pour les 6 prochains mois. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je lui voue une fidélité qui ne se questionnait plus. Pourtant, quand quelque chose semble une entrave aussi minime soit-elle dans ma vie, je l'examine. Je questionne tout. Pourquoi pas ça? Alors, premier arrêt, il y en aura beaucoup, de toute façon, je vous ai dit, je vous mets un tunnel toute seule aujourd'hui. À ce moment-là, je me dis, il faut décortiquer ce qu'il y a dans notre vie. De la même façon qu'on le fait sur les relations toxiques, on est
on a facile maintenant de dire, ok, j'ai avec ce mec une relation toxique, j'ai avec cette meuf une relation toxique, je ne veux plus, je veux couper cette situationship, ou je veux couper cette amitié d'ailleurs. Ça, on arrive à le faire. Mais on a beaucoup de mal à conscientiser le rapport malsain qu'on a à nos téléphones. Enfin, ça, on arrive à le conscientiser, mais on a du mal à agir dessus. Et l'alcool, on est en mode, oui, mais en fait, c'est les autres qui sont alcooliques. Moi, comme je suis pas alcoolique clinique, j'ai rien à faire dessus. Plot twist, si, parce que les gueules de bois et compagnie, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. On se plonge, enfin, on s'auto-inflige des états d'anxiété de l'extrême. Pourquoi? Parce que, enfin, je veux dire, c'est pas normal de s'infliger ça à soi-même, en fait. C'est pas une conduite. Euh, Tu n'imposerais pas une gueule de bois à un ami. Voilà. Tous les effets de la gueule de bois. Tu ne les imposerais pas à un ami parce que tu sais que c'est horrible, parce que tu sais que tu as de l'anxiété, parce que tu sais que tu revois tout ce que tu as pu faire la veille, parce que tu sais que tu vas peut-être avoir des bleus, tu vas peut-être avoir perdu de l'argent, etc. Tu n'imposerais jamais ça à quelqu'un que tu aimes. Donc, pourquoi est-ce que tu te l'imposes? Est-ce que c'est parce que tu as peur de louper des moments sociaux? C'est pas vrai, il y a encore des moments sociaux même sans boire. Est-ce que c'est parce que tu as peur de ne plus pouvoir aller en soirée? C'est pas vrai, tu n'es pas obligé d'ingérer un liquide toxique pour être en soirée. On ne va pas t'exclure de la soirée parce que tu ne bois pas. Ce n'est pas vrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on boit? On en parle ici. Depuis mes 17 ans, fidèlement à la chanson, j'étais la dancing queen, qui pourtant ne dansait pas. Me rendre toujours disponible pour rejoindre et coordonner les troupes m'a permis une relecture constante de mon existence comme heureuse. Ça, c'est très important. Boire, ça crée beaucoup de souvenirs. Donc, on va se dire, ah, j'ai vécu telle anecdote, telle anecdote, telle anecdote. Mais est-ce que tu étais heureuse pendant cette soirée? Est-ce que ton état mental global de la semaine, des jours qui ont suivi cette ingestion d'alcool, en valait la chandelle? Je pose ça là. Tout le prouve. Donc que j'étais heureuse. Des foules que je rassemble à ma table, aux stories qui scénarisent les souvenirs. Les gars, j'étais Steven Spielberg en soirée. C'est-à-dire que j'ai des années de stories sur ma pellicule. Et c'est rigolo parce que je me dis, ah, il y avait plein de gens autour de moi. Quand je vois ma tête dessus, souvent, ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, pas en mode ça fait pitié, mais ça me fait de la peine en mode je me dis, qu'est-ce que tu noyais? Qu'est-ce que tu noyais? À quoi tu pensais quand tu rentrais chez toi? De quel rêve était émaillée ta nuit? Enfin, pourquoi toutes les conversations deep que tu avais finissaient par avoir une conclusion triste? Euh, C'était compliqué. Entourée de si nombreux amis, j'ai excellé à passer mon temps avec tout le monde sauf avec moi. Parce que ça, pareil, hein, tu ne prends jamais le temps du coup de t'analyser tout seul et de voir qui tu es et ce dont tu as envie. Euh, et sans jamais me demander à moi si ça allait. J'étais fière qu'on dise toujours que je ne m'arrête pas. Je me sentais normale, même mieux que ça. Cette hypersociabilité, n'a rien d'innocent. On se protège en ayant des conversations et relations nombreuses et interchangeables pour éviter celles qui seraient trop profondes. Les mots m'apparaissent désormais trop précieux pour les gaspiller en tunnels inutiles. Lol. Et j'en ai marre de déshumaniser les gens, qu'on apprécie pour le mérite d'être là seulement pourvu qu'ils nous suivent au bout de notre nuit. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est un peu déshumanisant parce que finalement, les gens, on les apprécie parce qu'ils sont là. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on n'aime pas, des fois, qui rejoignent une soirée. On est là, oh non, il y a tel pote de pote qui vient. Puis l'alcool aidant, en fait, tu t'entends bien avec. Et puis, le lendemain, tu te dis, mais pourquoi j'ai traîné avec cette triple buse? Moi, ça me faisait ça. Des fois, je me rendais compte que j'avais en nouvelle amie Facebook ou nouveau contact Instagram des gens que je ne peux pas blairer. Mais pas en mode mean girls, juste des gens qui sont cons, qui sont problématiques, enfin, qui me vont pas du tout, ou je sais pas, des meufs avec qui il y avait eu des rivalités, mais qui m'avaient vraiment pas bien traité, enfin, bref, horrible. Et je voyais que la veille, je leur avais dit, ah, mais en fait, on pourrait trop bien s'entendre. Non, non, t'es pas obligé de bien t'entendre avec tout le monde. Et l'alcool, ça pousse vers ça, en fait. Et je crois que ça aussi, c'est dispensable. J'ai envie de voir qui reste une fois les vapeurs éthyliques dissipées et de me découvrir plus maintenant que j'ai enfin appris la solitude.
Je veux continuer à créer sans alcool de ces amitiés profondes qui ne se nouent qu'à la faveur de discussions intenses et vivre enfin des amours sans la pudeur de l'oubli possible, fin ou réel, de toute la beauté de ce qui s'est fait et surtout dit dès le lendemain. Alors, ces dernières années, entre 2019, je me suis séparée d'une longue relation début 2019 et je me suis remise en couple plus tard. Suspense. Pendant des années, j'ai vécu des situationships, mais insoutenables. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'était je croise un gars en soirée, un pote de pote. J'en tombe love, mais est-ce que j'en suis amoureuse? Lol. En fait, c'est juste que j'avais un espèce de nuage d'amour que j'avais envie de déposer quelque part. J'avais envie de vivre une belle histoire. J'avais envie de vivre une relation où je me sente comprise, une relation intense, un truc chouette et un truc rock'n'roll, un truc cinématographique. Du coup, à chaque fois, je faisais partie de bandes, de microcosmes, etc. Et je trouvais le plus beau de la team. Et je me disais, ok, j'en suis love, je vais l'avoir. Alors, plot twist, les garçons ne sont pas très difficiles à avoir. Ça, on va pas se mentir. Peut-être que je suis un pain, on sait pas. En tout cas, à chaque fois, je réussissais à avoir ma petite truc. Donc, je chopais le mec. En général, on s'embrassait, guère plus. Et après, je décrétais que je l'aimais. Parce que pourquoi pas? En fait, c'est parfait. On se plaît, on fait partie du même entourage. Moi, j'ai très envie d'une histoire d'amour. Ça va être toi. Et en fait, je croisais, puis je recroisais les mecs. Et donc, à chaque fois, on se chopait, puis machin, puis voilà, on se faisait des déclarations, des trucs, des bazars. Bon, c'est des histoires de merde. En fait, si la personne t'aime, elle t'aime sobre. Elle te kiffe sobre. Tu peux passer du temps ensemble sobre. T'as pas peur de lui demander si ce qu'elle a dit tient toujours la route sobre. T'as pas peur de lui faire la bise le lendemain, alors que je sais pas exactement ce que vous avez fait, mais ce n'est pas normal en fait de ne pas pouvoir assumer les choses sobres, et ça veut dire que ce n'est pas des bonnes relations, mais que toi, tu vas continuer à te pousser dans l'alcool pour pouvoir à nouveau être en conscience altérée quand tu crois cette personne qui sera aussi en conscience altérée, et que vous pourrez abattre vos barrières pour la vivre, cette putain d'histoire. En fait, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si l'histoire était réelle et pas juste un rêve qui tient lieu dans vos vapeurs éthyliques, eh bien, vous pourriez vivre cette histoire sobre. Voilà, c'est tout. Et si j'avais su ça, si on m'avait pris entre quatre yeux et qu'on m'avait dit ça il y a des années, j'aurais gagné un temps de vie exceptionnel. Bon, fin du TED Talk. Parce que vraiment, ça, c'est le sujet le plus important, je crois. J'ai cru que c'était plus simple avec cette béquille car les autres me paralysent. Et j'ai accepté beaucoup trop de choses que je n'aurais pas dû. Dans l'innocence de l'ivresse et le désespoir des lendemains. Ça parle à nouveau de relations, ça. J'ai envie d'apprivoiser ce cerveau et les autres sans mon paravent, juste pour voir, au moins quelque temps. À force d'un colossal travail sur moi-même, me voilà guérie de la passion. Alors j'espère ne plus avoir besoin pour vivre des égarements que suggère la boisson. Pourquoi s'est-on laissé croire qu'on ne pourrait se laisser aller à se rapprocher sans honte qu'avec de l'alcool dans le sang? Ça, je pense qu'on est sociétalement fucked up et qu'on a tellement peur les uns des autres. C'est ce que je disais d'ailleurs sur l'amitié il y a pas longtemps dans un réel sur Insta, mais on a perdu le goût de la sincérité. Tant et si bien qu'on a peur d'assumer qu'on aime bien quelqu'un et que du coup, le fait de pouvoir se réfugier derrière j'étais bourré, c'est salutaire. Alors qu'en fait, ça devrait pas. Enfin, c'est complètement grotesque. Je veux enfin voir si sans lui, j'ai toujours envie de sexe, envie de fête, savoir si en son absence me restent les TCA, ma belle, l'anxiété, la cigarette, tout le reste, si je garde les mauvais amants et comportements, si dans tous les visages que j'embrasse puis oublie s'en trouve enfin un qui survit. Alors, ma belle, la Anna de 2023, on va faire un petit bilan. En l'absence de l'alcool, est-ce que les TCA me restent? Plus vraiment, en tout cas beaucoup moins. J'ai un peu de légère anorexie quand j'ai des problèmes de famille, ce qui en ce moment arrive souvent malheureusement. Je n'ai quasiment plus d'hyperphagie. Je n'ai pas de boulimie, j'en ai jamais eu. Par contre, de la dysmorphobie, j'en ai quand même moins, parce que les gueules de bois, ce que ça me faisait penser de moi-même, c'était absolument atroce. Mais j'en ai quand même toujours un petit peu, mais ça, je pense qu'on s'en détache jamais. De toute façon, on vit
dans une société et je vis dans une ville qui est absolument matrixée par la maigreur. Et en 2023, c'était moins le cas que là en 2026. Mais ça va mieux. L'anxiété, pareil, on n'en guérit pas, mais ça va mieux, parce que plus de gueule de bois. La cigarette, ma belle, je suis au regret de t'annoncer que tu as bien réussi à arrêter de boire, mais que tu continues à fumer en terrasse, et en terrasse seulement, donc ça va, mais que ça n'est pas passé, puisqu'il y a toujours le besoin d'un petit plaisir. Les mauvais amants et comportements, bien oui, puisque nous sommes en couple, et que ce couple a complètement tenu, et est absolument merveilleux. Parce que, tu n'es pas avec un clochard, et ça, c'est une vraie nouveauté. 2, tu n'es plus flirty en soirée, pour aucune raison. Et 3, tu n'as plus besoin de t'embrouiller pour te sentir vivre. Voilà. Et je ne pensais jamais que je serais cette personne. Enfin, je vous jure que si je n'avais pas arrêté de boire, je n'aurais pas eu accès à ça. Donc j'espère que ça plante des graines. Si dans tous les visages que j'embrasse puis oublie, mais waouh, s'en trouve enfin un qui survit. Oui, il y en a un qui survit, il est très beau, il est très mignon, on l'aime, on l'embrasse. Ça me rend triste qu'en famille et entre amis, la belle façon de célébrer quelque chose soit d'ingérer ensemble des liquides dans le but qu'ils intoxiquent le cerveau, comme si cela nous aidait enfin à profiter les uns des autres, enfin libérés des pudeurs du monde. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou déjà qu'on doive boire entre amis. Moi, je me rappelle de périodes. Je pense notamment au confinement, mais même quand on se retrouvait avec mes amis pour jouer à des jeux, voilà, lapsus, pour jouer à des jeux de société, la question c'était qu'est-ce que j'amène? Et par qu'est-ce que j'amène, on pensait à l'alcool. C'était quelque chose d'obligatoire. Enfin, c'est tellement fou. C'est tellement fou. Et alors le fait de devoir boire en famille, je trouve ça encore plus lunaire. C'est complètement dingue. Je veux dire, c'est contre-intuitif. Tu vas avoir besoin d'ingérer un liquide toxique afin de pouvoir rire avec tes proches, afin de te sentir bien avec tes proches, afin de passer le temps avec tes proches et afin de pouvoir célébrer et faire communauté avec tes proches. Qu'est-ce que ça veut dire sur ta relation à tes proches? C'est pour ça, en fait, je dis, je ne vous invite pas forcément à arrêter de boire pour toujours. Je vous invite à arrêter de boire pendant un moment significatif pour voir ce que vous arrivez à créer avec vos proches sans l'alcool. C'est vraiment super important. Quel paradoxe que de fêter ensemble en s'offrant des discussions incohérentes et une gueule de bois, et pire encore parfois, de chercher à étouffer nos angoisses et peines avec une substance qui va les accroître parce qu'on a socialement appris cela comme réflexe. 1000 fois, j'ai été triste, fatiguée, en colère, agacée, déçue, le cœur brisé, et je suis venue chercher quelques heures de break et une infinité de possibles dans la frénésie des sourires flous autour de moi, qui se fanent souvent, reconnaissons-le, passer les quelques premiers verres et minuit, à l'heure où tombent les masques et tout ce que l'on essaie d'y camoufler. Mon sang qui chauffait a inventé des dizaines de manières de me blesser. C'était comme si à chaque soirée créait de nouvelles détresses qu'il faudrait aussi aller noyer. Alors, à ce moment-là du récit, je fais une petite parenthèse. Je vais pas m'étendre dessus parce que je trouve ça insupportable, le récit qu'en font les gens sur les réseaux sociaux. Mais je suis, par bien des aspects, ce qu'on appelle neuroatypique. Je suis loin de regretter toutes ces soirées. Mais c'est pendant celle-ci que tout ce que je regrette est arrivé. Quand je dis tout ce que je regrette, je parle des relations amoureuses. Je parle des disputes. Je parle des choses que nous entraîne à faire l'alcool. Et je parle évidemment des violences que l'on subit. Je vais pas m'étendre dessus, mais je crois quand même qu'on vit on vit encore dans une société où on n'a pas réussi à endiguer la propension qu'ont les hommes à être violents avec les femmes. Et on peut se le retourner dans tous les sens. Typiquement, sur le harcèlement de rue ou les ruelles sombres, on sait que ce n'est pas normal que ce soit aux femmes de s'habiller différemment, de mettre en place des subterfuges, de prendre d'autres itinéraires, d'être au téléphone, de payer pour des taxis, etc. Cependant, on le fait parce que on sait que c'est dangereux et on se bat tous les jours pour qu'il n'y ait plus ces dangers, mais en tout cas, ils sont là. De la même façon, l'alcool, je pense que les hommes et les femmes ne sont pas égalitaires par rapport à l'alcool. Et pendant des années, en ayant fait mes études à Toulouse,
en venant d'une station balnéaire où je faisais chacune de mes saisons, etc., j'avais conscience de cette injustice et j'étais en mode, eh ben, je m'en tape, je vais boire comme un homme. Oui, mais en fait, on se met en danger et il nous rate pas. Donc, prudence avec l'alcool, prudence avec les blackouts. Continuez comme vous voulez. Moi, j'arrête de croire que c'est normal de boire jusqu'à même éteindre complètement mon cerveau et mes souvenirs. Blackouts ne fût-ce qu'une fois par mois. Quand bien même j'y gagne des récits drôles que je ne me lasserai pas de raconter pour me convaincre que ça méritait, sans vouloir voir que ça fait trop longtemps que jeunesse est en train de se passer. Cette phrase, elle est forte parce que c'est vrai que je faisais beaucoup de blackouts les dernières années où je buvais. Et ça n'est pas normal. C'est pas normal de faire des blackouts. C'est pas normal de dire oui, mais j'étais bourré. C'est pas normal. En fait, c'est quand on redécompose à nouveau le truc, t'as ton cerveau qui s'éteint. C'est terrible, c'est horrible. C'est un risque sans nom. Moi, il y a eu des fois où je suis partie en courant. Des mecs me suivaient. Je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais en blackout. Il y a des fois où j'ai pris des moyens de locomotion en blackout, où j'ai fait des accidents, des choses terribles. Enfin, je vais même pas vous citer les choses les plus graves que j'ai pu faire ou qui me soient arrivées en blackout, mais ce n'est pas normal d'être en blackout. Ce n'est pas drôle. C'est quelque chose. Moi, chez moi, donc, il y a beaucoup de surf, beaucoup de rugby. Il y a beaucoup une culture de, ouais, se dégommer et tout machin. Les gens, quand ils sont en blackout, c'est un motif de blague le lendemain. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Tu mets en danger les autres. Ce n'est pas drôle du tout. Je ne veux plus assister impuissante comme extraite de moi-même à l'instant où tout bascule. Je serai sûrement moins présente, mais je serai mieux présente. On passe trop de temps à balayer nos problèmes parce qu'il y a toujours pire que soi. Alors, à grand-peine, j'arrête de me convaincre que ce n'est pas grave, tant que parfois j'arrive à prendre des softs en terrasse. Pas grave que moi je n'aime pas le goût alors je bois sans envie. Pas grave que c'est mondain, chic, professionnel, intelligent, cool et surtout culturel. Pas grave parce que je ne bois jamais seul chez moi. Pas grave parce qu'il y a pire. Pas grave parce que je n'ai ni le profil ni les caractéristiques de l'alcoolique. Ça, c'est toutes les excuses que vous donnez sûrement. Méconnaissant les petites heures du jour, hormis l'heure de brume au retour, j'étais convaincue que seuls connaissent la vie ceux qui savaient explorer ces sombres heures. Parce que quand on boit beaucoup, quand on sort beaucoup, on romance ça. On arrive à se dire qu'on est les seuls à vraiment vivre la vie. Pas du tout. Je vous jure, je connais les deux. Pas du tout. Je veux savoir ce que me dicte l'inspiration quand je ne laisse plus la libre plume à mes fins de soirée, maintenant que je les ai vus de trop près pour encore croire aux artistes maudits. J'apprends tous les jours autour de moi que la vie est cruellement trop courte et je n'ai plus envie d'anesthésier chaque semaine ne serait-ce que la moitié d'une journée. J'ai envie de continuer à réfléchir à toutes les façons d'intensifier ma vie autrement, sans cette relation pernicieuse que je suis la seule des deux parties à pouvoir décider de cesser. La perspective de ce cap est un grand soulagement. Pensez au fait d'arrêter de boire. Demandez-vous si ça vous fait peur ou si vous êtes soulagé. Si vous êtes soulagé, sachez que c'est un cadeau que vous pouvez vous offrir. Et j'ai pas envie de parler comme un gourou en dev perso, mais je vous jure que c'est vrai. Bien que ce soit un saut dans le vide que de renoncer à cet automatisme si simple pour nous aider à célébrer, nous rencontrer, nous rapprocher ou encore oublier. Tout semble amoindri quand quelques verres nous éloignent savamment de la réalité. Et je sais que par habitude, je commencerai par être désemparé sans. Mais je n'ai plus envie d'altérer mon jugement pour avoir la force de supporter et de me mêler au monde et ses habitants. Je crois que je m'aime assez maintenant, pour ne plus m'éviter, et pour essayer afin de m'offrir à grands coups de changement la meilleure existence possible. Comme vous le souhaiterais avec tout l'amour du monde à autrui. Je le mérite, et vous aussi. Ça, c'était avant d'arrêter de boire. C'était la promesse que je me faisais le 27 août d'arrêter de boire le 1er septembre et de voir si je m'y tiens. Alors, il y a eu des facilités, c'est que j'ai profité de ma prise de fonction chez Mauve pour me dire, je fais la première émission le 31 août au soir. Je bois une coupe de champagne ce soir-là et après c'est fini. Mais donc je savais que j'avais un changement de vie puisque j'avais enfin un métier, un truc stable. Et du coup, je me suis saisie de ça comme d'un espèce de porte au loin. Désolée, c'est la deuxième référence à Harry Potter que je fais dans cet épisode alors que fuck J.K. Rowling tous les jours. Mais c'était comme si je prenais l'espèce de porte au loin qui m'emmenait loin de tous mes problèmes. Et j'avais choisi le travail qui allait me permettre d'arrêter l'alcool. Et après, j'allais voir ce qui en découlait. Et ça a marché. Plot twist. Qu'est-ce qui se passe un mois et demi après ? Un mois et demi après, nous sommes mi-octobre et les gens se posent beaucoup de questions sur cet arrêt de l'alcool. Alors, c'est quoi le mieux dans l'arrêt de l'alcool ?
Cela pourrait faire l'objet de nombreux posts, mais ne plus jamais me réveiller en gueule de bois, anxieuse, est un plaisir. Je vous avoue que les gueules de bois anxieuses, c'est du coup quelque chose que j'ai désormais oublié. C'est-à-dire que je ne bois plus depuis bientôt 3 ans. Je n'ai plus la ref des gueules de bois anxieuses. T'as des gueules de bois tout court. C'était horrible. C'était un cauchemar. J'avais des phobies d'impulsion en gueule de bois. C'était, mais insensé ce que je m'imposais. Je ne comprends même pas comment j'ai pu toute seule m'infliger ça. C'est-à-dire que en gueule de bois, j'avais l'impression que le ciel s'effondrait sur ma tête. C'était horrible. C'était innommable. Vraiment. L'alcool était pratique comme shot de bonheur simple et accessible en dépit des conséquences. Mais je suis en train d'essayer malgré mon emploi du temps de parvenir à vivre du quotidien et du temps long. Je suis sûre que prendre soin de moi comme ça est aussi une bonne décision. Si tu savais. Plus besoin de stresser non plus de savoir d'avance qu'il faudrait boire tel soir et être en gueule de bois tel lendemain. Je suis entrée dans la vie adulte bien accompagnée de la béquille de l'alcool qui nous aide à tout gérer, que ce soit heureux ou triste. Alors j'ai l'impression parfois déroutante d'enfin me découvrir ces temps-ci. Vous allez vous découvrir quand vous ne boirez plus, je vous promets. Comment ne pas boire juste un verre? Est-ce que les gens t'ont mis la pression? Oui, mais les gens intelligents s'arrêtent après une demande. J'évite les autres, et si je suis confrontée, je décompose chaque élément de l'énoncé en demandant bien pourquoi ont-ils besoin que l'on égare ensemble des liquides toxiques pour désinhiber notre cerveau pour passer du temps ensemble. Je pense que c'est plus simple de ne pas boire du tout que de se dire je continue à boire un peu sans se fixer de cadre précis. Ça, j'insiste là-dessus. Je pense que il est mieux d'arrêter de boire 3 mois ou 6 mois pour se laisser le temps d'instaurer de nouvelles habitudes et laisser cet arrêt de l'alcool déployer ses bénéfices dans votre vie, plutôt que se dire j'arrête un mois et juste vouloir se dégommer, ou j'arrête pour toujours et craquer. Et de la même façon, il est mieux de se dire j'arrête 100% le temps où j'arrête, plutôt que je ralentis. Le je ralentis, il est trop compliqué. Après, à nouveau, je parle peut-être de moi. Je viens d'une station balnéaire où si tu vas boire un verre, les gens vont vouloir que tu boives un shot. On te propose des shots au café dès 17h. Il y a une culture, enfin moi, je veux dire, l'été, je buvais. Voilà, j'avais pris ces habitudes-là là-bas, mais parce que c'était la fête. Quand tu viens d'une station balnéaire, tu as des boîtes de nuit où tu as toutes les entrées, quasiment tout gratuit, tous les soirs. Donc tu passes 3 mois de l'été à boire tous les soirs. C'est comme la semaine de vacances où tu pars entre potes, sauf que c'est tout l'été. Donc, enfin, c'est fou. Est-ce que c'est pas chiant de supporter les gens bourrés? Je n'ai jamais aimé danser, et ça va évidemment de pire en pire. Alors je suis heureuse de trouver des gens avec qui avoir de longues et parfois passionnantes conversations, car on apprend toujours à cette occasion, sur des sujets dont on ne savait parfois même pas qu'ils nous intéressaient. Boire m'autorisait à être intense dans mes discussions sans en rougir. Je n'en ai plus honte, et c'est même plutôt recherché, mais cela peut tenir au fait que je n'ai plus 18 ans ni les gens qui m'entourent. Si quelqu'un me met un vrai tunnel, je le dis en riant, je m'éclipse, ou je le présente à quelqu'un d'autre pour regarder la scène de loin. L'avantage de ne pas boire du tout, c'est de pouvoir plus facilement mesurer l'ennui et de pouvoir réaliser pleinement qu'on ne va rien louper de si drôle et que l'on peut rentrer. Quand la soirée devient chiante, rentrez chez vous. Les gens, vous les verrez demain. Vous pourrez déjeuner avec eux, vous pourrez aller vous promener avec eux, vous pourrez aller au musée avec eux, vous pourrez aller au cinéma même tout seul. Vous pourrez faire des jeux de société ensemble, mais de grâce, ne vous enlisez pas dans vos discussions pâteuses où vous répétez 1000 fois la même chose. C'est nul. Enfin, vous avez la FOMO du petit moment que vous allez louper et voir dans la story des copains, mais c'est un moment. Tu bois quoi? Qu'est-ce que je bois? Je bois du maté. J'aimerais bien d'ailleurs avoir un partenariat avec eux pour toutes les fois où je les cite. Je bois des bières sans alcool, je bois des Perrier, enfin voilà. Est-ce que j'ai vu des changements physiques? Non. Non. Je n'ai pas... J'ai le visage moins marqué. J'ai le visage moins marqué, il est moins ridé, j'ai l'air moins âgée. Enfin voilà, parce que alors à nouveau station balnéaire, je me suis exposée. Ça c'est un autre message de prévention. Je me suis exposée au soleil avec du monoeil sur le visage depuis l'âge de 14 ans. Tous les jours, j'y allais à midi et tout. Je me suis défoncé la peau. Maintenant, le fait d'arrêter l'alcool, ça l'a un petit peu restauré. Mais enfin, je n'ai pas maigri pour la bonne et simple raison que je suis devenue accro au sucre, parce que quand vous buvez tout le temps, ce que vous ne savez pas, c'est que vous ingérez du sucre en constant. Du coup, vous êtes accro au sucre aussi. Et je le suis restée. Ça, j'ai pas encore trouvé de solution, je l'avoue. Est-ce que tu fumes plus? Non, je fume moins. Parce qu'avant, j'étais fumeuse mondaine comme beaucoup de gens. Donc, je fumais juste en soirée. Et quand t'es bourré, t'as envie de cramer la vie par les deux bouts et de fumer clope sur clope. Je fumais
je fumais parfois 2 paquets en soirée. Là, maintenant, je vais fumer, je sais pas moi, 6-7 cigarettes, ce qui est déjà énorme, hein, mais voilà, et c'est pas tous les jours du coup. Est-ce que tu as perdu des amis? Alors, est-ce que j'ai perdu des amis en arrêtant de boire de l'alcool? Pas du tout. Les gens que vous perdrez pour des raisons comme ça sont des burnes qu'il vaut mieux à long terme éviter. Mais vous allez peut-être mettre plusieurs années à le réaliser. Pour ma part, je crois que le temps avait déjà fait le tri entre qui valait le coup et qui moins. Je perdrai par contre peut-être des copains. Alors, plot twist, maintenant que ça fait 2 ans et demi que tu as écrit ces mots, oui, tu as perdu des copains, avec qui je ne saurais pas réinventer mon lien. Au plus les années avancent, au plus je réalise que je n'ai pas besoin d'autant de relations sociales que dans le temps où je tenais à travers une centaine de personnes pour amis. Et qu'on est aussi bien à se raconter des choses en profondeur à 2 qu'à hurler à 50. Reste à trouver de nouveaux moyens de lâcher prise, ce qui est un autre débat. Tu fais comment avec les garçons? Alors, ça, je vais être très honnête avec vous. J'ai toujours été très timide dans mes relations amoureuses. Ça veut pas dire que j'en ai pas eu beaucoup. J'ai vraiment, quand je vous dis que j'étais une amoureuse de l'amour et que j'ai pu vivre toutes les histoires que j'ai voulu vivre. Voilà, je l'ai fait. Mais à chaque fois, la première chope, c'était bourré. Parce que comment réussir à assumer, droit dans les yeux, qu'on s'apprécie la première fois qu'on s'apprête à se le signifier? Impossible. Alors même aller plus loin, sobre, ça me semblait impossible. Mais passer la nuit avec quelqu'un sobre, ça me semblait complètement impossible. C'est tellement intime, mais on oublie que c'est intime. Et je me suis mise avec mon mec que je connaissais déjà en octobre 2023, complètement sobre. Et il a fallu un nombre de dates assez important où tous les deux on repartait du date en se disant « Oh mon Dieu, cette personne n'en a rien à foutre de moi » parce qu'il n'y avait pas ce petit grain de folie et de « on va la vivre cette putain de vie que donne l'alcool ». Et on est en couple et c'est comme au collège. Et depuis, c'est une affaire qui roule. Donc ma foi, je recommande ça. De la même façon, les choix amoureux qu'on fait quand on est sobre ne sont pas les mêmes que l'on fait quand on est bourré. Moi, quand j'étais bourré, 2h du matin, t'as envie d'un McDo, t'as pas envie d'un plat sain et nourrissant. Voilà, tu as envie d'un putain de fast-food. Et c'est la même chose pour les mecs. T'as envie du truc un peu facile, toxique et j'allais dire politiquement pas ok. Oui, ils sont politiquement pas ok, les fuckboys. Voilà, que des points communs avec le McDo. En fait, à 2h du matin, t'as envie d'un truc intense qui fasse vibrer la corde de ton ivresse. Et du coup, tu fais vraiment des choix douteux. Exactement comme si t'allais chercher un kebab périmé. Alors qu'en vrai, tu pourrais avoir un petit plat équilibré, cuisiné avec soin, mais t'as envie de t'envoyer ce truc dégueulasse dans le bide. Ben, c'est la même chose avec les choix amoureux. C'est plus compliqué d'aller vers des trucs sains. C'est plus compliqué. Et je crois que vraiment, c'est un truc qui change énormément le rapport à l'amour et au dating. Donc, je vous en supplie, de grâce, si vous vous dites « Putain, mais je galère, nanana », arrêtez l'alcool quelque temps. Vous allez voir vos goûts évoluer. Vous allez voir les personnes vers qui vous allez évoluer. Et je vous jure que votre situation peut se résorber. Là, vous y croyez pas. Moi non plus, j'y croyais pas. C'est arrivé. Et vraiment, quand je vous dis que j'étais désespérée, j'étais un cas désespéré, je veux dire. Tous les ans, mes copines levaient les yeux au ciel parce que j'avais la nouvelle situationship de l'année. C'était toujours des énormes bouffons. Voilà. Est-ce que c'est mieux maintenant? Alors là, à ce moment-là, je dis pas encore. Ça, c'est très important. Je me suis enlevé ma source de plaisir la plus rapide, palliatif au fait d'avoir souvent l'impression de ne pas avoir de vie à cause de mon travail. Une bonne cuite, ça remet tout le monde à égalité et ça fait vivre des choses. Alors, mon corps rattrape tout doux mes années à courir partout en faisant la fête plus que de raison pour me dire que je ne ratais rien. Je ne concevais les moments calmes que comme du temps perdu. J'avais un taf de fou puisque donc j'étais activiste. Alors je gagnais pas d'argent donc c'était pas vraiment un taf, mais j'étais très prise et j'avais besoin que dans ma vie personnelle ce soit aussi intense que dans ma vie professionnelle pour avoir l'impression de ne pas avoir perdu de temps et d'avoir une vraie vie perso. La vérité, c'est que du coup je m'abîmais de dingue parce que j'avais ces 2 vies trop intenses en fait. Et je crois qu'il fallait que j'arrête l'alcool et que ma vie perso devienne un peu plus calme pour que je puisse examiner, pour que j'ai le loisir vraiment d'examiner est-ce que ma vie perso, ma vie pro me convenait ou pas.
Et plot twist, non. Au bout de quelques années, tu t'uses. Je crois qu'il ne faut pas rester militant visible des années parce qu'à la fin, tu n'es plus efficace. Et stratégiquement, euh, tu n'es plus un bon élément parce que tu es trop aigri, tu es trop désillusionné, il faut partir. Voilà. C'est make tout sense. Et je crois que du coup, quand on a une vie professionnelle trop intense, on a tendance à vraiment aller chercher l'intensité dans sa vie perso aussi, et ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que ça dit à plus 3 mois? Parce que à plus 1 mois et demi, comme je vous le lisais juste avant, on s'ennuie. Parce que c'est les dernières semaines où les habitudes se mettent en place et ça semble très difficile. Au bout de 3 mois, c'est chill. Tic, tic, tic. De façon publique ou dans des cercles privés, on a insinué que je devais être bien peu drôle à fréquenter vu que je ne bois pas, je ne bois plus. Je n'ai pas arrêté d'aller en soirée et de m'y marrer. Et d'amuser la galerie aussi, je pense, mes proches en seront témoins. La seule différence, c'est que je n'ai plus la gueule de bois, donc plus d'anxiété majeure qui me suit pendant plusieurs jours de la semaine. Et que dans ces fêtes, on me parle désormais bien plus souvent d'alcool. Je suis en effet en train de réaliser ces 3 derniers mois à quel point le questionnement sur nos conduites est répandu. Et oui, tout le monde venait m'en parler du coup. Plein de gens sont très bien avec l'alcool et tout ce qu'on y trouve, mais plein d'autres se sentent prisonniers des consommations par défaut qu'ils s'imposent. C'est bien de parler, ça ne fait pas de vous une victime qui tient moins bien que tout le monde, qui tient moins bien ce que tout le monde adore et encaisserait parfaitement. Vous ne soupçonnerez pas le nombre de personnes qui s'interrogent avec tout ça. C'est juste que c'est parfois moins compliqué de continuer comme on a toujours fait. J'ai trouvé que le premier mois sans alcool a été de loin le plus compliqué à passer. Je comprends très bien pourquoi les gens qui font dry January se précipitent vite sur l'alcool une fois le mois fini. J'aurais fait pareil si je ne m'étais pas directement dit que j'arrêtais 6 mois. 1 mois, c'est assez pour se sentir en difficulté, mais peut-être pas assez pour s'adapter de force et ressentir l'évolution. Cette année, essayez 2 mois. J'ai profité du lancement de mon émission et du vocab que cela représentait pour me dire « Allez, quitte à changer de vie, on essaie. » Blablabla. Quand tu ne bois plus, tu élimines les moments d'ivresse et ceux semi-comateux des lendemains. Tu es donc tout le temps dans ta tête en pleine conscience et tu n'as même plus le sas de décompression, ne serait-ce que bimensuel, des buveurs très occasionnels qui peuvent se permettre de gérer les choses même de façon expéditive, de donner du courage. C'est très inconfortable dans un premier temps de perdre cette béquille et ça donne envie de boire juste un petit verre, surtout quand on a l'habitude de décompresser, célébrer, se rapprocher comme ça depuis des années, voire des décennies pour d'autres. Depuis 3 mois que je ne bois plus. J'ai pris absolument toutes les décisions que je repoussais depuis des années et j'ai tout changé et suis allée en tout plan vers tout ce qui me fait du bien. C'est très, très, très intense. Mais on peut améliorer sa vie très rapidement quand on a les idées claires 100% du temps et sans qu'une seule soirée puisse tout gâcher car on passe derrière une semaine à rattraper. Donnez-vous une chance si vous sentez confusément que tout ne va pas dans votre vie et que vous avez souvent l'impression de courir après le temps sans rien maîtriser. Peut-être que vous pouvez essayer, en vous faisant aider par un spécialiste si vous en ressentez le besoin, d'arrêter l'alcool ne serait-ce que 2 mois pour vous laisser le temps de réfléchir, vous connaître et ordonner un peu les choses. Donnez-vous une chance si vous hésitez. Tentez ça, surtout si vous avez l'impression d'avoir déjà tout essayé pour aller. Vous n'allez rien rater en si peu de temps et vous allez pouvoir vraiment vous surprendre. Voilà. Ça a vraiment changé ma vie. Mais ça a vraiment tout changé dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, mais comment je vais m'affronter? Comment je vais me gérer? C'était comme s'il y avait une énorme pièce que j'avais la flemme de ranger. On dirait mon tas de fringues, voilà. Le tas, mon mec saura à quoi je fais référence. C'est comme s'il y avait une énorme pièce à ranger et que j'étais en mode non, je peux pas affronter ça. Je suis trop fatiguée pour affronter ça. Et ben un jour, tu te lèves, t'affrontes ça et ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut soudain, en ordonnant tout, affronter pas à pas toutes les épreuves de la vie. Je vous jure que c'est beaucoup plus simple. Et je vous jure que même si on se dit « Ah, mais je préfère me la coller une fois par semaine et tout régler ce soir-là, choper mon crush, dire à mon ami ces 4 vérités, parler à mes parents », je vous jure que si vous faites tout ça sobre, votre vie va s'améliorer. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Faites-moi confiance, arrêtez pendant 3 mois. Et 3 mois, c'est la durée où on commence vraiment à voir les différences. Et là, je vais vous lire quelque chose. C'est un texte qui a eu beaucoup de retentissement parce que je crois qu'il était extrêmement violent et il a parlé à beaucoup de monde. J'y disais, ça fait 4 mois et demi que je ne bois plus d'alcool. Cela représente 3/4 de la durée des 6 mois que je me suis fixée. On me demande tout le temps si ça ne me manque pas. Si, bien sûr. Ça fait 4 mois et demi que je ne bois pas d'alcool. Cela représente 3/4 de la durée des 6 mois que je me suis fixée. On me demande tout le temps si l'alcool me manque. Si, bien sûr. Les choses qui me manquent. Les moments d'ivresse collective à traverser la ville qui vibre sous nos yeux.
Les shots quand j'ai besoin d'absolument tout oublier. La petite coupe de champagne qui m'aide à supporter mon milieu pro. Le goût du Ricard, qu'on ne me pose pas de questions. Les choses qui ne me manquent pas. La gueule de bois physique. Le fait de trouver normal de déraper et de devoir annuler toute la journée du lendemain du dérapage. L'anxiété de lendemain de soirée. La mélancolie parfois en rentrant. La différenciation entre l'élégance des nôtres et l'alcoolisme des autres. Ces textes claqués que je retrouve sur les pages de mes carnets ou dans les présentes notes où je pense déployer tout mon talent alors qu'on voit seulement ma tristesse. Les blessures sur les jambes ou à d'autres endroits cons. L'argent qui part à flot dedans. Les embrouilles au lieu de se taire. Les nuits gâchées à s'ennuyer en attendant que quelque chose se passe. Fumer 12 fois plus que d'habitude sans me rendre compte que ça me file la gerbe. Les conversations où j'en dis beaucoup trop. Les réveils sans savoir où je suis. Les gens avec qui je me réconcilie alors que j'en avais pas envie. Les gens avec qui je me retrouve à partager des tables alors que je ne les apprécie pas tellement. Mais ça va, on va pas gâcher la soirée. Le vin qui rend tout trop intense. Les objets que je sème à travers les villes, souvent égarés à jamais. Les agressions sexuelles qui émaillent les soirées qu'on a la flemme de relever. La peur de ne pas tenir l'alcool. La peur de trop tenir l'alcool. L'agressivité qui peut incendier mes veines faute de trouver des endroits sains où exorciser ma colère bien légitime. Les garçons qui ne me respectent que vaguement et abaissent constamment le niveau de ce que je crois mériter. Les shots que je vomis dans les 30 secondes sur une terrasse ou sur quelqu'un, entre deux poubelles ou les touches d'un distributeur. Ça me rappelle quand j'avais vomi sur la fourrure d'un mec dans la cale de l'iBot. Les fois où j'ai l'impression de ne pas maîtriser ma vie parce que je devais rentrer à 23h et qu'il est déjà 4. La bière qui me fait mal au ventre. Les trop longues discussions dans le frigo dans le froid pour savoir où aller alors qu'on sait tous que ça fait des heures que la soirée est rincée. Les cocktails que je ne sais pas boire. Les retours toute seule à pied, en courant presque en pleine nuit pour qu'il ne m'arrive rien. Les afters pour éviter la faim. Les vidéos où je m'entends répéter 4 fois la même blague gênante. Les journées annulées où je ne sais pas sortir du lit. Les moments où je me sens nulle d'être encore en soirée et pas trop à ma place à cette table. Les moments où je me sens nulle d'être encore en soirée et pas trop à ma place à cette table, mais j'y reste quand même parce que bien c'est moins que pire et que si je rentre je vais être toute seule et encore plus mal et je préfère alors être mal accompagnée qu'en ma compagnie. Les nuits entières perdues plutôt que profiter ensemble des journées. Les garçons à qui je ne sais pas dire non pour faire plaisir. Le sentiment confus qu'on se ment en se disant qu'on est trop drôle à être tout le temps bourré. Le vertige du réveil des blackouts. Les moments où je vais aux toilettes, que je me croise dans la glace, que je me dis rentre, t'as plus rien à faire là et que je ne rentre pas. Les textos impudiques à des proches pour leur dire que je les aime au lieu de faire ça bien sobre. Les garçons que je crois aimer parce que j'ai appris que ça doit être rock'n'roll ces choses-là. Intense, douloureux, histoire d'amour toujours trop imbibée où on se prend pour Rimbaud et Verlaine, en oubliant que ça ne peut finir que dans le sang et les larmes, la haine. Les bleus. L'automatisme de prendre un verre plutôt que de dépenser de l'argent dans un soft. La motivation que je n'ai pas en gueule de bois. L'être bourré la journée en trouvant ça subversif. Faire pipi dehors en trouvant ça marrant. Choper sans raison en trouvant ça militant. La manie de pousser les autres à prendre des shots. Travailler en ramasse. L'impression d'être condamné à boire parce que sinon je vais perdre mon fun et ma personnalité et mes amis. Tu te rappelles ce que t'as fait hier? Le moment avant les soirées où je sais qu'il va falloir boire et que ça va être chiant et complexe à organiser et que demain je vais ramasser. La sensation les lundis ou les mardis parce qu'on est tous un peu malheureux au fond si on est tous encore là. Les trucs dégueux que je mange en rentrant de soirée. Les trucs dégueux que je mange en lendemain de soirée. L'obligation d'être en gueule de bois les lendemains de bonnes nouvelles. Me décevoir et reboire un coup pour l'oublier. La FOMO, le déni. Ce texte, je l'avais trouvé important parce qu'il me semblait vraiment que les gens, en fait, dès qu'ils me parlaient de l'alcool, il y avait un truc chez eux, en fait, ils étaient un peu dérangés par ce que je racontais ou par les réponses que je donnais aux questions qu'ils me posaient. Et du coup, ils avaient grave besoin de dire, non, mais toi, t'étais sûrement alcoolique. Non, j'étais pas alcoolique. Là, tout ce que je raconte, c'est ce que tu vis aussi, mon pote. Et c'est pas normal, en fait. C'est juste pas normal. Et à nouveau, en fait, je ne dis pas qu'il faille arrêter pour toujours. Je dis juste que si on peut ne pas vivre ça pendant plusieurs mois et voir si après, on préfère le avant ou le après. Putain, mais quel cheat code de vie. Sans compter les économies. On économise de fou. On économise de fou. Pensez à tout ce que vous pourriez acheter en vrai. Pensez à tout ce que vous pourriez vous offrir. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça, c'est une vidéo. On va pas se mettre la vidéo. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici? Hop. 2025 sans gueule de bois. Non, mais en vrai, je pense que tout ce que j'ai dit après, c'était pour faire des relances un petit peu aux gens sur les réseaux sociaux et les remettre là-dedans pour les gens qui venaient de me suivre, etc. Moi, je tiens à vraiment montrer une image du sans-alcool qui est cool. Ça veut dire, je suis habillée comme vos potes, ou comme les gens que vous suivez, ou comme les gens de votre ville. Je mène une vie complètement normale. J'ai full potes, j'ai un mec, je vais en soirée, ceux qui me suivent savent que je suis tout le temps en concert. Avant, en concert, je picolais très clairement. Mais maintenant,
Je sais pas, en fait. Il y a un moment où je vous jure que ce truc vous sort de l'esprit et qu'en fait, à la fin, tu vas te dire, j'ai tellement arrêté de boire que si je veux, je peux boire un verre et ça va rien changer. Mais on va finir avec le truc un peu polémique. Ça va être votre carotte. C'est qu'en fait, j'ai pas ce truc clinique où si je rebois, je retombe dedans. J'avais juste un problème avec l'alcool beaucoup plus basique, comme tous les gens qui boivent ont, sauf les alcooliques qui ont vraiment, du coup, il y a une maladie diagnostiquée, etc. Moi, il se trouve que je peux reboire. Ça veut dire qu'au mariage d'une cousine, pour aucune raison, en septembre, je vais vous citer les 2 fois de l'année scolaire où c'est arrivé. Au mariage d'une cousine en septembre, pour aucune raison, à 2h du mat, j'ai bu un orgasme, donc un shot de Jet Bailey. Pourquoi ? Parce que les shooters me faisaient envie. J'ai pas eu envie de boire des bières. J'ai pas eu envie de boire du vin à table, parce que je me suis toujours forcé le vin, j'ai jamais aimé. J'ai eu envie de boire un shooter. Donc j'ai bu un shooter. Je suis allée au lit juste après. Quand j'ai sorti mon livre, où je parle d'ailleurs un petit peu d'alcool, tous les soirs du monde connaissent un matin, fin janvier, on est sorti de là, on est allé en terrasse et j'étais là, oh, il faut que ce soit spécial, mais je vais pas prendre de la drogue. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bu une bière. J'ai même bu 2 bières. Bon. Ça m'a rien fait. Je me suis vraiment dit, mais t'es un peu con, quoi. C'est un peu tout ce que tu dis qu'on n'a plus besoin d'alcool pour marquer les occasions. Et surtout, pendant la nuit, je me suis rendu compte que ce que les médecins disent, qu'un verre d'alcool est déjà propre à te niquer ta nuit, est vrai. Et ma nuit a été hyper perturbée. Je suis la gueule de bois le lendemain, légère, hein. Mais je me suis dit, comme à chaque fois, ouais, bon, j'ai bu, ça servait à rien. Parce qu'en vrai, j'étais gaulerie à la table, on se marrait avec les potes et tout machin. Mais en fait, j'aurais été drôle aussi sans, et mes potes auraient été drôles aussi sans. Et si tes potes sont pas drôles sans, c'est que tes potes sont cons. Si ton mec, il te plaît pas sans alcool, c'est que ton mec te plaît pas et que tu l'aimes pas. Enfin, en fait, l'alcool est une béquille qui vient masquer tout ce qu'on n'a pas envie de voir dans nos vies. Si tu t'emmerdes dans ta vie, trouve des moyens de te distraire. C'est pas la peine de boire. Si t'as besoin d'alcool pour créer un lien avec tes potes, c'est peut-être que t'as pas les bons potes. Et prends le temps de faire un pas de recul pour voir où trouver des potes qui vont t'épanouir. Si la seule façon de supporter les repas de famille, c'est de boire de l'alcool, peut-être qu'il y a un problème dans la famille et peut-être qu'il faut en parler avec certains membres de la famille. Si ta façon de tenir ta semaine de boulot, c'est de te dire que le week-end, tu vas pouvoir te démater la gueule et oublier, c'est que tu veux oublier ta vie, c'est qu'elle te va pas et c'est que peut-être il faut prendre du temps de vide et le week-end, ça peut être un temps de vide où tu n'es pas en gueule de bois, où tu n'es pas bourré pour réfléchir à comment est-ce que tu peux infléchir des petits trucs sur ta vie. Voilà. Le fait d'arrêter de boire, ça n'a pas résolu mes problèmes financiers. Ça n'a pas résolu mes problèmes de rapport à mon corps. Ça n'a pas résolu mes problèmes familiaux. Ça n'a pas résolu les problèmes de société sur lesquels j'essaie de faire bouger les choses depuis toujours. Mais ça a amélioré ma vie personnelle, je vous jure. Ça a tout changé. Et si je peux vous suggérer qu'un seul truc, c'est que genre là, quand l'épisode sortira, on sera mi-avril. Puisque c'est dans quelques jours. On sera même le 9, 10, 11, 12. On sera le 12 avril. Si vous vous dites, je sais que ça va être tentant avec les terrasses, mais justement, vous allez entendre cet épisode et peut-être que vous allez vous dire « Oh non, ça me concerne pas, j'ai pas envie, j'écoute juste par curiosité. » Ok. À la prochaine cuite, demandez-vous si j'ai pas raison. La prochaine cuite où vraiment vous êtes mal, vous êtes dans le mal, réfléchissez et dites-vous « Si j'arrête de boire jusqu'à juin, ça veut dire que j'ai le droit de boire en juillet, août. Donc, ça me prive pas trop non plus. Si j'arrête de boire jusqu'à juin, quelles sont les lumières que je vais voir sur ma vie ? Est-ce que là, si je me dis, putain, on est dimanche, je suis en gueule de bois, ça me saoule, il fait beau aujourd'hui, la journée est niquée pour ma part, allez, je me mets le défi d'arrêter de boire jusqu'à fin juin. Ça fait 2 mois et demi à tenir. Est-ce que ça vous semble impossible de vous dire que derrière, vous arrêtez juste jusqu'à fin juin et vous allez pouvoir boire en juillet-août si vous en avez envie.
si vous en avez toujours envie, et on verra. Mais d'ici là, on laisse la chance à tout ce que je viens de raconter et à toutes les améliorations de vie, que ce soit en matière relationnelle, en matière financière quand même, puisque vous allez économiser de l'argent, en matière de rapport à vous-même, en matière d'appréciation de la solitude, en matière de sélection de vos soirées et de tous les moments que vous avez envie de vivre. Est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Pour ne plus vivre d'anxiété, pour ne plus perdre vos affaires, pour ne plus avoir des bleus, pour minorer aussi le risque de violence. Est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Je vous le demande. J'espère vraiment vous lire dans les commentaires de ces vidéos bientôt, me dire je relève le défi, dans les commentaires sur les plateformes aussi, sur Spotify, sur YouTube, sur tout ça. J'espère vraiment vous entendre bientôt me dire je relève le défi. Parce que je vous jure, hein, quand j'ai fait les premiers posts sur Instagram, il y a plein de gens qui se sont dit vas-y, j'essaie. Il y a plein de gens qui ont arrêté de boire. Ça a changé leur vie. Je vous promets. Si j'étais un gourou, je ferais des livres payants là-dessus, des formations, des machins. Là, c'est tout gratuit. Pour moi, je m'en fous. Mais juste, faites tourner ça à des gens qui en ont besoin. Et essayez. Je vous jure. Essayez. Voilà. J'arrête ce tunnel. Je vais aller manger un bout parce que là, vraiment, je vais tomber dans les pommes en live sinon. Je vous fais de gros bisous. Et s'il vous plaît, si vous êtes arrivés jusque-là, abonnez-vous. C'est vraiment super important. Vous êtes des centaines de milliers à écouter ce podcast sur les plateformes. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez 5 étoiles. Parlez-en. Voilà. C'est important. Je vous demande rien d'autre. Je vous fais des gros bisous et bonne sobriété.